25 juin 1950. Discours prononcé par le général de Gaulle à Paris. Situation. Le général de Gaulle prononce le discours de clôture des 3e Assises nationales du RPF réunies au Palais des Sports, porte de Versailles. Le gouvernement Bidault a été renversé la veille par l'Assemblée nationale. Il y a peu, l'envahisseur montait la garde ici, porte de Versailles. La nation était en proie au plus grand péril de sa vie. Quelques Français se tournaient vers l'ennemi, d'autres acceptaient l'abaissement. Mais dans la nuit brillait une espérance, car certains poursuivaient le combat. Aujourd'hui, la patrie est libre, mais elle ne l'est que dans l'angoisse. Chacun sent qu'un puissant redressement de l'âme nationale et des affaires publiques est urgent et nécessaire. Comme naguère, il y a chez nous des complices de la menace. Comme naguère, d'autres s'engluent dans la veulerie et l'abandon. Comme naguère, certains sont debout, rassemblent le peuple et l'entraînent en avant. Je vous salue, mes compagnons, vous êtes ses guides, ses combattants. Voici 3 ans que nous avons entrepris la 2e phase de notre tâche nationale. Partis en foule sur un sentiment, il fallait nous constituer en une force militante. Il fallait nous organiser, créer notre cohésion, éliminer nos scories. À cet égard, s'il reste beaucoup à faire, nous avons déjà fait beaucoup, à preuve les assises que voilà. Cette période de préparation nous était indispensable avant les grandes réalisations. Mais si ardent est l'appel que nous adresse l'instinct du peuple, qu'il a suffi que nous paraissions pour dominer la vie publique. Hantise de ceux-ci, objet des fureurs de ceux-là, espérance de beaucoup d'autres, à peine commençons-nous notre œuvre que nous orientons les forces de relèvement et dissipons les équivoques. Grâce à nous, les séparatistes sont désormais isolés. Grâce à nous, les multiples routines et intérêts, qui ne valent pas de la rénovation, doivent révéler leur vraie nature et se constituer en cette coopérative de conservation politicienne et sociale qui s'intitule Troisième force. Grâce à nous, le régime pour ce qu'il est, c'est-à-dire sans la foi, la force, la vertu apparaît qu'exigent les temps difficiles. Grâce à nous, chacun sait maintenant où s'adresser pour le redressement de la France. Comment en effet le régime, qui ne repose que sur les partis, pourrait-il, dans le monde tel qu'il est, inspirer, conduire, défendre la nation? Entre les 2 guerres déjà, ce régime, malgré l'acquis de la victoire et les capacités de certains des hommes au pouvoir, avait fait la preuve de sa faiblesse. Le déséquilibre du monde, l'avènement des soviets en Russie et ses contre-coups, fascisme italien, nazisme allemand, etc., dressaient devant la France des problèmes et des dangers hors de toute proportion, avec des pouvoirs publics trébuchants. Le désastre de 1940 ne fut que l'aboutissement d'une longue série de reculs diplomatiques, d'inconséquences militaires, de médiocrités économiques, de routines sociales. À la lueur de la catastrophe, tout le monde en eut la conviction. Ce constat d'infirmité ne rendit que trop facile l'avènement de Vichy. Assurément, quelques représentants du peuple, à l'Assemblée de juillet 1940, eurent-ils le courage de refuser une complète abdication. Mais aucun d'entre eux, et pour cause, ne proposa de maintenir telles quelles les institutions. C'est sans l'ombre d'une résistance que le dernier président de la Troisième République abandonna ses fonctions. Nul ne lui en fit grief. Quant à la capitulation, pas un seul, je dis pas un seul, des élus de la nation n'éleva la voix pour la condamner, ni même pour en dire un mot, comme s'il était évident que l'indépendance et l'honneur de la France étaient des affaires trop graves pour que le régime les eût en compte. Ceux qui, d'abord, croyant tout perdu, se résignèrent à la défaite, mirent leur confiance en Pétain. Ceux, de plus en plus nombreux, qui espéraient en la victoire, se tournèrent vers de Gaulle.
Quelques-uns se placèrent sous l'obédience d'États étrangers. Mais personne, absolument personne, n'eut même l'idée de recourir, pour affronter la tempête, au système qui s'effondrait. Tandis que la guerre tenait le destin suspendu, les hommes qui, dans la résistance, pensaient à l'avenir des affaires publiques, se promettaient, si la France vivait, de faire en sorte qu'elle eût à sa tête un État républicain capable de la conduire. Cependant, le péril passé, combien méconnurent les leçons. C'est l'un des traits les plus médiocres de notre temps que les hommes qui, tout au long de l'épreuve, avaient juré de rénover d'abord les institutions et, par là la politique, se laissèrent prendre aussi rapidement au jeu des politiciens. Grâce à quoi les partis restaurèrent leur régime, trompant le pays sur leurs intentions, aidés par les féodalités de presse, d'affaires, de syndicats, qui n'acceptent d'État que perméables à leur combinaison, associés pour la circonstance avec les séparatistes qui n'admettent la vigueur dans les pouvoirs publics qu'à condition qu'ils leur appartiennent, soutenus enfin par l'action et la propagande des grandes puissances étrangères qui voulaient retrouver une France commode et divisée. Mais comme il n'était, hélas, que trop facile de le prévoir, le régime qu'ils refirent pour eux se révéla comme inadéquat aux problèmes qui pressent le monde. C'est qu'en effet les partis, dont le nombre dépasse la douzaine, n'ont plus sur les masses l'emprise, faute de laquelle ils ne sont que des clans et des chapelles. Sans doute peuvent-ils pour un temps, en raison des habitudes, garder encore localement des positions dites électorales. Mais le grand ressort est cassé. Nul n'imagine qu'aucun d'entre eux puisse désormais entraîner le peuple. Eux-mêmes ne le croient pas, qui, dans leur triste congrès, constatent les vides de leurs rangs et les doutes de leurs adeptes, ne pensent plus qu'à se repenser. Quant au pouvoir public, formé par juxtaposition de rivalités sans arbitre, ils sont naturellement stériles. Qui décrira la morne lassitude où se traînent les conseils des successifs gouvernements et les séances du Parlement? Certes, en dépit de l'inconsistance officielle, le pays dans ses profondeurs reprend-il quelque substance, car c'est une sève vigoureuse qui coule dans ce peuple vivant. Mais c'est pour n'être conduit à rien et nulle part. Personne ne suppose qu'à la première tourmente, l'actuel régime pourrait être le guide et le recours de la France. Cependant, malgré le chloroforme dont les officieux tâchent de l'endormir, la nation s'irrite et s'inquiète du vide où elle sent l'État. C'est pourquoi les partis ne laissent pas d'être obsédés par l'audience que nous-mêmes trouvons dans le peuple. Il en résulte que le rôle que nous jouons dans la conjoncture offre quelque analogie avec celui du commandeur, dont l'effigie troublait des gens dont la conscience n'était pas sans reproche. La crainte qu'ont de nous les partis suffit à leur inspirer des velléités de sagesse. De là leur penchant actuel à violer leurs programmes divers et à démentir leurs promesses, dans le but d'éviter les crises. Il va de soi que le système n'en est que plus immobile. Mais, du moins, sa paralysie lui évite-t-elle des secousses, pas toujours d'ailleurs m'a-t-on dit. D'autre part, à mesure que nos appels éveillent le pays, les partis s'efforcent, tout en nous combattant, d'arborer nos propres objectifs. Le processus est toujours le même. Dès que nous montrons à la nation un but à atteindre et la route pour y marcher, on multiplie d'abord les critiques malveillantes et déformantes, dans les propos que l'on tient, la radio que l'on détient, les journaux qu'on entretient. Puis, peu à peu, débaptisant le projet, on se l'attribue à soi-même. Soudain, dans un grand fracas de louanges publicitaires, on affecte de vouloir l'accomplir. Si, d'aventure, on y parvenait, nous serions les premiers à nous féliciter des résultats obtenus par ce système du gouvernement indirect. Malheureusement, les copies qu'on arrive à faire de nos desseins ne sont que des caricatures. Faute d'autorité, de fermeté, de continuité, on n'aboutit, hélas, qu'à des côtes mal taillées et à d'affligeants à peu près.
Bref, si le régime montre parfois des velléités de jouer le jeu de la France, il ne fait trop souvent qu'en brûler les cartes. Le jeu de la France, le nôtre, il est bien clair. Vos travaux le prouvent, mes compagnons. Il m'est donc facile de répéter à quoi nous entendons conduire la nation. Avant tout, nous avons à bâtir un État qui réponde aux conditions dans lesquelles notre siècle place la France, aux problèmes qu'il lui faut résoudre, aux dangers qui la menacent. Ce que nous voulons, nous, c'est d'abord que les pouvoirs publics, exécutifs, législatifs, judiciaires, soient séparés et responsables, et non point confondus à la discrétion des partis. Cela implique que le gouvernement procède, non point d'une chambre, c'est-à-dire d'achat et de vente entre groupes, mais bien du chef de l'État, pourvu qu'il y ait un État. Cela implique également qu'il y ait non point 4 assemblées, dont une seule a des pouvoirs, mais 2 qui s'équilibrent. Ce que nous voulons, nous, c'est que les institutions incorporent non point seulement les délégations des partis, mais, par le moyen d'une seconde chambre formée de 3 sections, la représentation de nos circonscriptions locales, départements et communes, celle des éléments économiques, sociaux, moraux, intellectuels, qui sont à la base de la vie du pays, celle enfin des territoires divers de l'Union française. Ce que nous voulons, nous, c'est que le président de la République et de l'Union française soit réellement à la tête de l'une et de l'autre, qu'il reçoive son mandat du pays, non point des partis, qu'il ait la charge d'être l'arbitre national et le suprême garant de la sécurité de la France et de l'Union, qu'il ait qualification pour recourir dans certains cas à la décision du peuple, soit par référendum, soit par dissolution d'assemblée. Bref, nous voulons que les pouvoirs soient des pouvoirs et non point des combinaisons, que l'État soit l'État et non point un puzzle de marchandage et rivalité. Il faut cela pour la bonne gestion des affaires et pour l'honneur du navire. Mais il le faut par-dessus tout pour que puisse être rétablie l'unité nationale. Or, l'unité est rompue. Elle ne peut, cette fois comme toujours, être refaite que par un État assez juste et assez fort pour imposer l'intérêt général à tous les intérêts centrifuges ou particuliers et pour guérir les plaies qui rongent la nation. La plus grave est la plaie sociale. Alors que les 2/3 de l'Europe et de l'Asie sont soumis au système soviétique, et que c'est dans ce système que la moitié des travailleurs français placent aujourd'hui leurs illusions. Un impératif catégorique s'ajoute à la raison humaine pour exiger qu'à la fin des fins, chaque fils et chaque fille de France trouvent dans leur propre pays leur part, leur dignité, leur espoir. À cet égard, nous avons choisi et nous traçons la route à suivre. C'est celle de l'association. Bien plus, nous avons commencé de susciter pour elle, dans les masses, une mystique d'une grande puissance, la seule qui puisse s'opposer à l'attirance du gouffre totalitaire. Je déclare que nous sommes prêts à accomplir cette vaste réforme qui changera du tout au tout les rapports sociaux et améliorera massivement la productivité française. Il va de soi que nous entendons appliquer l'association aux entreprises nationalisées et, dans une large mesure, aux services publics, d'une part afin d'y développer l'émulation dans l'effort et le souci de l'économie, d'autre part pour y faciliter, par des contrats appropriés, l'indispensable accès des capitaux et de l'épargne. Mais c'est l'association réelle et contractuelle que nous voulons établir et non pas ses succédanés, prime à la productivité, actionnariat ouvrier, intéressement aux bénéfices, par quoi certains qui se croient habiles essaient de la détourner. Dans cette matière, comme dans les autres, nous nous sommes mis, nous, d'accord avec nos arrière-pensées. Mais l'unité profonde de la nation ne dépend pas seulement de la justice sociale. Elle est aussi le fruit de la valeur morale des citoyens. C'est par là qu'en notre temps, où le corps et l'âme de la patrie sont menacés à la fois, l'éducation revêt une importance primordiale.
Sans nul doute, c'est aux familles qu'appartiennent le devoir et la responsabilité d'éducation des jeunes gens et des jeunes filles. Mais il faut les y aider. Nous voulons donc que l'État et les collectivités publiques leur attribuent, à cet effet, des allocations raisonnables pour les mettre à même d'honorer les éducateurs qu'elles choisissent pour leurs enfants. Celles qui confient cette charge d'éducation à des écoles privées les feront bénéficier de l'aide qu'elles-mêmes auront reçue. Par là, sans que soient mises en cause les lois sur l'enseignement, sans que l'école publique, de son côté, perde rien du rôle qu'elle joue, ni du respect qu'on lui doit, sans qu'interviennent des subventions, les écoles libres recevront cependant de justes ressources. La liberté d'enseignement y trouvera son compte, l'intérêt public également, car les écoles libres enseignent près du tiers des enfants français, et il serait désastreux qu'elles fussent contraintes de cesser cette vaste contribution au service de l'instruction du peuple. Mais en outre, en amenant les Français de bonne foi à s'accorder sur le plan nouveau de l'aide à l'éducation, on aurait bien servi l'unité nationale. L'unité nationale, hélas, elle a été blessée aussi par les événements terribles qu'a traversé notre pays. Aux conséquences de l'invasion se joignent celles des divisions qu'a entraînées la politique de Vichy. Ces déchirements, il faut que la nation les surmonte 5 années après la victoire et compte tenu des périls nouveaux. Sur ce point, je crois bon de préciser une fois de plus ma pensée. Il n'y a, naturellement, aucune question en ce qui concerne la masse des Français qui, en souhaitant la victoire et, pour beaucoup en y aidant, furent amenés à se conformer aux ordres et aux règlements officiellement édictés par Vichy. Il n'y en a pas davantage quant aux Français qui, pour ce qu'ils croyaient être le bon motif national, laissèrent plus ou moins longtemps leur confiance au maréchal. Combien de ceux-là, d'ailleurs, quand ils en trouvèrent la possibilité, ont participé à la victoire? Non, la question n'est pas là du tout, elle est dans la politique de Vichy. Certes, il aurait pu et dû se faire, l'instinct du pays l'avait compris, que les hommes de Vichy, tels qu'ils étaient, là où ils étaient, se fussent bornés à protéger par la ruse le plus possible de la substance française et à préparer secrètement le redressement dans la guerre. Mais il s'agit de bien autre chose. La capitulation de l'État, je répète de l'État, devant l'ennemi et à sa discrétion, l'interdiction de combattre l'Allemand faite à la flotte et à l'Empire intact, le fait de n'avoir jamais, jusqu'au dernier jour, employé les forces dont on disposait, excepté contre les Français libres et contre les Alliés, la collaboration officiellement proclamée et pratiquée avec l'envahisseur, toute chose accomplie alors que la guerre durait et qu'il restait des moyens de vaincre, ne pouvait être acceptée ni endossée par la nation française. Il y allait de son honneur et de son avenir. Il fallait qu'elle condamnât cette politique dans la personne de ceux qui en avaient pris la responsabilité. Elle l'a condamnée. D'autre part, il fallait qu'un autre pouvoir se formât pour prendre en charge la souveraineté et l'indépendance de la France, pour conduire son effort de guerre aux côtés de ses alliés, pour la mener à la victoire. Il fallait enfin que le pays se reconnût dans ce pouvoir-là. Cela a été fait aussi. Désormais, sur le fond des choses, le jugement des actes n'appartient plus qu'à l'histoire, celui des intentions qu'à Dieu. Mais des hommes subissent des peines. Pour ceux qui ne furent pas des criminels, il faut qu'ils rentrent maintenant dans le giron national. La voie, c'est celle de l'amnistie. Les capacités, le labeur, la valeur, de ceux-là doivent être utiles à la France, qu'ils soient remis à même de la servir. Reste enfin le maréchal. J'ai dit depuis longtemps, je répète, qu'on ne doit pas laisser la mort le prendre en prison. À cause de son âge d'abord, qui, par décret de la conscience humaine, exige considération. À cause surtout des services glorieux qu'il rendit naguère au pays. Car, quelles qu'aient été ses fautes, ou ses erreurs, ou ses faiblesses, condamnables et condamnés, nous n'oublions pas Verdun, ni la victoire de 1918, nous qui avons en charge la continuité de la France.
Voilà les grandes et sensibles raisons qui doivent nous guider aujourd'hui pour traiter les plaies amères qu'a laissées dans l'âme française le plus grand drame de notre histoire. Oui, nous avons hâte de mettre l'État sur pied. Oui, nous sommes résolus à refaire l'unité nationale. C'est que les événements nous pressent. C'est que le sort de notre pays, celui de l'Europe encore libre, celui du monde tout entier, peuvent, du jour au lendemain, dépendre de ce que fera ou ne fera pas la France. Nous le disons sans outrecuidance, sachant fort bien quelles sont actuellement les limites de nos moyens. Mais nous le disons, convaincus que le destin offre à notre pays, encore une fois, un rôle capital. Car voici qu'à travers 1000 obstacles, l'Europe déchirée prend conscience d'elle-même. Devant le gouffre à nouveau béant, ses enfants aperçoivent que l'unité du continent, du moins de ce qui y est libre, peut et doit sortir du royaume des rêves pour devenir une politique. Cette politique, c'est la nôtre. Nous la professions déjà tout en combattant durement au plus fort de la guerre mondiale, et ce n'est pas de notre faute si les maîtres de la Russie lui ont préféré celle de la domination. Certes, nous n'avons jamais admis qu'elle comportât l'abandon de ce qui est dû à la France. C'est pourquoi nous nous sommes montrés fermes vis-à-vis de qui que ce fût, quand naguère, dans la matière encore en fusion, se créaient les faits accomplis. Mais nous avons, pour notre part, tout fait pour que, malgré les douleurs, les rancœurs, les fureurs, la politique de l'unité de l'Europe soit acceptée par les esprits. Maintenant, nous voulons la faire. Qu'est-ce à dire? Ceci d'abord, que l'unité doit sortir d'un acte de souveraineté de tous les Européens libres. L'actuel Conseil de l'Europe n'a, bien sûr, aucun pouvoir, mais il ne saurait y prétendre, n'ayant, quant à l'Europe, aucune légitimité. Il y a à faire tout autre chose et beaucoup mieux. C'est un référendum solennel de tous les Européens libres qui doit donner naissance à la fédération, tracer son domaine, créer ses institutions. Mais, en outre, l'unité de l'Europe exige que le peuple allemand et le peuple français aient conclu entre eux un accord pratique d'action commune. Leurs querelles et leurs batailles ont, depuis des siècles, mené à la dislocation. Divisés encore une fois, ils voueraient notre continent à la servitude. Conjugués, ils seraient capables de former la base économique et culturelle d'abord, politique ensuite, sur laquelle les peuples de notre vieille Europe pourraient enfin bâtir l'unité. Mais il suffit d'évoquer une pareille politique pour être sûr que l'actuel régime ne saurait la réaliser. Bien pire, s'il s'y risque, on doit craindre que la France ne soit dupe. Si le projet dit du pool charbon-acier soulève chez nous tant de doutes, quelles que puissent être les intentions de ses promoteurs, c'est parce qu'aux redoutables obstacles qu'ils rencontrent, on compare, hélas, l'inconsistance de nos pouvoirs publics. On me dit même que, pour le moment, ils auraient complètement disparu. C'est d'ailleurs cette même inconsistance qui risque d'influer fâcheusement sur le rôle de la France dans la défense atlantique et sur la sécurité qu'elle devrait tirer du pacte. Tout se tient, en effet, dans ce domaine où se joue le sort de la paix et de la liberté du monde. Une France debout et dont personne ne pourrait mettre en doute qu'elle se battrait, le cas échéant, disposant de moyens, réduits sans doute, mais solides, pourrait exiger et devrait obtenir, en échange de son concours, d'abord de larges fournitures d'armes pour elle-même et pour l'Union française, ensuite des engagements formels et précis. Quant à l'aide immédiate et massive des Alliés, enfin une part effective dans la direction stratégique commune. Une France debout ne laisserait qu'à ses ministres et à ses généraux la responsabilité de sa défense propre et de celle des territoires d'outre-mer. Une France debout ferait en sorte de disposer de moyens autonomes dans l'air, sur terre et sur mer. Quant aux capacités naturelles, nos soldats montrent en Indochine qu'ils ont toujours celles de se battre.
Ayant précisé cela à l'intention des Français, je me tourne vers nos amis, notamment américains, et je leur dis: le fait que la France existerait par elle-même au point de vue de sa défense, comme nous voulons le faire, nous autres, n'empêcherait pas du tout qu'elle se conjuguât avec vous dans un système stratégique commun. Mais ce système serait mauvais, et nous n'en voudrions pas, dès lors qu'il ne donnerait pas à la France des chances sérieuses d'être couverte contre une destruction atomique ou bien contre une invasion. Ce système serait mauvais, et nous n'en voudrions pas si, d'autre part, la force française devait être dispersée dans un machinisme apatride et perdait par fragments son caractère d'instrument national. Au contraire, ce système serait bon, et nous y participerions sans réserve, dès lors que, dans l'hypothèse abominable d'une agression, les Français, tous en se liant à d'autres, se battraient pour la France avec des chances qu'elle soit sauvée. Notre tâche est rude, mes compagnons. Nous assistons à la faillite du mauvais régime auquel, bientôt, le verdict de la nation exigera qu'il soit mis un terme. C'est nous, alors, qui devrons bâtir, en y appelant, je le dis d'avance, tous les Français de bonne volonté. Nous savons à quoi cela nous engage, mais, après ces magnifiques assises, nous savons aussi, mieux que jamais, ce qu'il faut faire, pourquoi, comment. Oui, le siècle est dur, l'univers dangereux. Oui, la patrie est meurtrie. Mais c'est notre vocation de la conduire à son salut. Hier, c'était par la victoire. C'est aujourd'hui par la rénovation, celle de notre pays devant aider à celle du monde. Vieux monde toujours nouveau, qui reçut de siècle en siècle la marque profonde de la France, et qui attend en secret qu'elle vienne encore montrer le chemin.